Jean-François. Merci. On va passer à Florent Cailly, responsable commercial chez Chaplize. L'impression 3D, qu'est-ce que cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet de réaliser? Pour ceux qui regardent éventuellement France 2, il y avait avant-hier ou avant-avant-hier un reportage qui disait que la Poste, qui voit bien que le courrier lui échappe, va mettre dans 3 bureaux de poste des imprimantes 3D. Alors, ce n'est pas les mêmes que celles dont vous allez nous parler, mais c'est quoi l'impression 3D? Tandis que je vais pas tarder. Déjà, un petit mot sur votre société. Oui, bien sûr. Donc, Chaplize, c'est une société de services, donc de modélisation, de scanners et d'impression 3D. Actuellement, on n'a pas d'application dans le domaine du bois, mais on a plein d'applications dans d'autres industries comme l'automobile, la cosmétique, le textile, le secteur du design. Alors, nous, on permet donc, par la technologie, on permet d'améliorer aussi la compétitivité, surtout dans les phases de création, puisqu'on permet des cycles de créativité plus courts. Alors, on se place toujours finalement dans des projets de création d'un nouveau produit, prototype ou produit fini. Alors, les deux secteurs qui ont permis à l'impression 3D de se développer, c'est d'abord le médical et le dentaire, plus particulièrement, puisque les imprimantes 3D ont été utilisées pour faire des prothèses dentaires qui sont directement mis en bouche. Donc là, c'est un produit fini et non plus un prototype. Et le second domaine, c'est la bijouterie, où on imprime en cire ou en résine pour faire des séries directement des bijoux. Donc on peut aussi maintenant imprimer en 3D différents métaux, donc l'inox, je vais vous expliquer, mais il y a l'inox, le titane, l'aluminium, l'acier. Puis on a des métaux précieux comme le bronze, le laiton, l'or, l'argent. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, vous nous ramenez loin en arrière. Tout a démarré avec Gutenberg. Oui, on commence par ce clin d'œil, oui, parce que l'impression. Pourquoi on appelle ça une imprimante 3D? Parce que finalement, c'est une machine qui sert à fabriquer des objets par des techniques additives, et on se dit quel est le lien avec une imprimante couleur papier qu'on a chez nous. En fait, c'est une imprimante 2D qui est à l'issue de la création d'une imprimante 3D. Donc, ils ont remplacé le bac de papier par de la poudre. Ils ont gardé les cartouches d'encre. Ils ont imprimé de la poudre en couleur et ils ont collé cette poudre couche par couche. Et donc, on a fabriqué des objets couche par couche de cette même manière. Donc, cette technique, elle est apparue en 1998. Et aux États-Unis, ça s'appelait 3DP, 3D printing, donc impression 3D. Mais l'impression 3D, finalement, ça commence en 1989 avec la stéréolithographie. Et donc nous, chez Chaplize, on utilise 8 techniques différentes d'impression 3D que je vais vous présenter brièvement. Alors il faut forcément avoir faire un effort pour repenser ces technologies dans votre métier. On a essayé pour cette présentation de trouver des cas d'application, mais pour l'instant, encore par manque de temps, on n'est pas arrivé à des résultats concrets, donc on n'a pas de catalogue de solutions prêtes à l'emploi. Par contre, on travaille directement à partir de vos plans, de vos fichiers CAD, de vos idées, de croquis. C'est assez simple de laisser libre cours à l'imagination. Alors, la première technique, donc, c'est la stéréolithographie. Ça permet de faire c'est un laser donc, qui vient polymériser de la résine liquide, donc dans un bac. Ça peut faire des pièces jusqu'à 200, donc on parle en millimètres, nous 2100 mm, donc quand même 2,10 m, donc ça fait des pièces assez grandes. Et on peut obtenir des pièces transparentes par cette technologie. La seconde technologie, c'est le frittage de poudre. Donc là, c'est souvent de la poudre de polyamide. Donc c'est un plastique qui est fusionné par un laser. Donc les grains se soudent ensemble. On fait des objets jusqu'à 650 mm. Et on peut charger cette poudre avec de la poudre d'aluminium, ça fait de l'alumide, ou des élastomères. Donc dans ce cas-là, on obtient un plastique avec une mémoire des formes plutôt souple, ou de la fibre de carbone pour une résistance. Notamment, on fabrique des pièces qui sont directement utilisées, directement placées sur les Formule 1 de polyamide mélangées avec de la fibre de carbone, ou même de la céramique. Donc là, c'est de la poudre de céramique qui est fusionnée et émaillée traditionnellement par la suite. La troisième technique, c'est les imprimantes à dépôt de fil qu'on retrouve maintenant chez les particuliers
Donc vous pouvez maintenant en acheter à partir de 400 € pour des modèles à monter soi-même, et puis peut-être 2000 € pour des modèles déjà prêts à l'emploi. Et là, en fait, pourquoi on arrive à des prix là, parce que les autres imprimantes commencent, c'est pas ça va de 30 000 à 600 000 €. Donc il y a des investissements plutôt modérés à plus élevés. 600 000 € c'est pour les machines qui font directement du métal, et 30 000 € c'est des machines de plus petite capacité qui font des pièces très précises, comme pour la bijouterie par exemple, ou le dentaire. Alors les imprimantes à dépôt de fil, pourquoi elles ont baissé autant de prix? Parce que finalement le brevet est tombé dans le domaine public, et maintenant vous avez plein de sociétés qui créent ces machines à dépôt de fil. Et donc il y a d'autres brevets qui tombent dans le domaine public, notamment le frittage de poudre l'année prochaine, et puis encore dans les années à venir, toutes les autres technologies vont devenir publiques, vont être libres. Donc on va acquérir des machines à moindre coût. C'est déjà le cas de la stéréolithographie. Donc 1989, cette année, il y a une machine de stéréolithographie qui sort de l'ordre de 3 000 €, donc disponible pour le public aussi, pour fabriquer des objets. Alors nous, chez Plyce, bien évidemment, on n'a pas de machine de petite capacité, on est un prestataire de service, donc on travaille plutôt avec les designers, les industries et les agences de communication. La poudre minérale, donc c'est une poudre qui est imprimée en couleur. Donc c'est cette technologie qui est issue de l'impression 2D, où ils ont remplacé le papier par de la poudre qui colle et ils impriment en couleur. C'est la seule technique d'impression 3D qui permet aujourd'hui d'imprimer directement en couleur en sortie de machine. Vous pouvez imaginer faire des maquettes de votre catalogue que vous proposez à vos clients, ou dans le cadre d'un projet spécifique, pour justement lui donner vie à ce fichier 3D, à ce plan, et amorcer peut-être, déjà s'il l'a en main, en effet, ce sera plus facile de se l'accaparer, et donc une partie de la commercialisation, de la vente est déjà faite. Bon, c'est quand même pratique. Alors on imprime en chocolat depuis cette année. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est marrant, les dimensions sont assez petites, 175 mm par 175 par 70 mm de hauteur. C'est pas très précis, mais c'est plutôt marrant. C'est uniquement dans le cadre de la communication, bien évidemment. On peut faire des logos d'entreprise pour un anniversaire. On fait, vous voyez en bas à droite, un visage. Donc on peut scanner une personne, un portrait, un objet, et puis l'imprimer en chocolat. C'est comestible, c'est conforme alimentaire, bien évidemment. Alors l'impression à jet multiple, là on a une précision de 16 microns, 0,016 mm. Donc on fait des objets jusqu'à 490 mm, et là, donc avec cette précision qui est la plus précise, toutes les autres technologies sont plutôt de l'ordre de 0,1 mm. Bon, là on va faire des pièces médicales, dentaires et de la bijouterie. Donc l'impression en métal, donc la fusion laser. Alors là on peut faire de l'inox, du titane et de l'acier. Après on a tout un lot de finitions à partir de ces métaux pour fabriquer des objets décoratifs notamment, ou des pièces techniques dans l'aviation, ou des pièces implantables en titane pour le médical. Prothèse de hanche. Oui, notamment. Alors, on fait aussi des pièces pour l'aide dans le médical, pour l'aide à la chirurgie. Donc un chirurgien, on va scanner la partie à opérer chez le patient, on va lui imprimer en polyamide, en plastique, et le chirurgien va s'entraîner la veille de l'opération sur cette pièce imprimée, et donc il va gagner plusieurs heures au bloc opératoire. Donc c'est mieux pour le patient, et puis en plus c'est plus efficace pour l'opération. L'impression en cire, donc on peut imprimer en cire qui sont ensuite destinées au principe de la cire perdue. Donc là on va c'est notamment pour la bijouterie ou l'électroérosion, où depuis la cire, on va réaliser des pièces, on va fondre des pièces en or, en argent, essentiellement pour les bijoux, c'est de métaux précieux. Alors chez Shapeline, nous avons 3 métiers. Donc le premier, c'est de scanner et de modéliser en 3D. Donc je sais que vous scannez aussi les forêts avec un lidar, je crois que ça s'appelle comme ça, que vous pouvez installer sur un drone volant. On en parlait ce matin. Et nous par exemple, pour ces drones volants, on fabrique les pièces du drone. Donc tous les carénages d'un drone sont souvent faits en polyamide, donc par frittage de poudre. Voilà, on travaille. Donc les fabricants de drones sont aussi finalement nos clients. Alors ça, vous voyez à gauche un scanner donc 3D, ça ressemble un peu à un fer à repasser, à plusieurs familles de scanners 3D bien évidemment. Ça c'est un scanner à lumière structurée, donc on peut scanner des personnes ou des objets. Ça envoie une lumière donc quadrillée, ce quadrillage vient se déformer sur la forme et une caméra vient filmer la déformation. Et donc c'est à partir de là que ça nous crée un nuage de points que vous voyez en haut à droite. Et nous après on a un travail de reprise en modélisation pour fermer cette forme et donc la rendre imprimable.
Voilà, bon, c'est un autre exemple de scanner. Dans l'industrie automobile, souvent quand ils créent un nouveau véhicule, ils aiment bien travailler. Bon, nous, nos clients travaillent avec de l'argile. Ils travaillent à la main. Donc, vous avez des dessinateurs qui vont faire des sketchs. Ensuite, vous avez des modeleurs en argile qui vont modeler les sketchs des dessinateurs. Donc, et ensuite, une fois qu'ils arrivent à une version assez aboutie, ils vont devoir la modeler numériquement, donc rendre cette pièce numérique pour ensuite l'imprimer en 3D. Toujours dans cette phase de créativité, de lancement du prochain véhicule. Alors, on peut scanner le modèle en argile, et donc pour gagner du temps en modélisation. Donc le scanner, finalement, c'est un outil de modélisation qui permet de gagner du temps aux designers et puis aussi de gagner en précision. Si vous faites un visage, c'est beaucoup mieux de le scanner puisque ce sera plus précis que de le faire à la main vu qu'il n'y a pas de plan pour un visage, donc on n'a pas toutes les mesures. Voilà. Dans ce cadre-là, le scanner est plus approprié. Pour Louis Vuitton, on fait du contrôle de qualité. Donc on mesure l'espacement entre les logos en sortie de production sur le cuir. Donc ça nous permet de contrôler la qualité en partie pendant la phase de production. Notre deuxième métier, c'est d'imprimer en 3D. Alors là, c'est une lampe qu'on a faite pour Toyota pour le tournage d'une publicité. Et donc, c'est imprimé en résine. Alors, bien évidemment, la couleur a été ajoutée par la suite par un peintre. Donc, on travaille avec des pistolets à peinture pour des grosses pièces, à l'aérographe pour des pièces plus fines. On fait de la métallisation sous vide. Donc, on peut métalliser des pièces en plastique, etc. Cette pièce, en fait, c'est issu d'un scanner médical directement. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir d'un scanner médical, obtenir un fichier DICOM, et nous, ce fichier de votre corps scanné, finalement, on peut le traiter, on peut imprimer un corps scanné en 3D directement. On a aussi cette même application pour de la restauration d'art. Donc finalement, on a un client qui est restaurateur d'art, il est spécialisé en porcelaine. Il a souvent des vases qui sont cassés, donc avec des parties manquantes que son client qui sont perdues. Donc on va mettre ce vase cassé dans un scanner médical, on va le scanner très précisément, on va reproduire la pièce manquante, on va l'imprimer en 3D, et le client restaurateur d'art va utiliser notre pièce imprimée en 3D pour restaurer et puis terminer avec la peinture à l'aérographe et restaurer les œuvres d'art. Ça, c'est pour vous montrer des exemples de transparence. Donc ça, c'est de la résine transparente. Et donc on peut aussi imprimer en 3D dans plusieurs matières et assembler les pièces. Alors une imprimante 3D égale... On ne peut pas mélanger les matières dans la même imprimante pour le moment. Vous pouvez changer la matière d'une imprimante, mais vous ne pouvez pas mettre plusieurs matières en même temps dans la même imprimante. Donc si vous voulez justement faire un assemblage avec différentes caractéristiques matériaux, il faut imprimer en plusieurs fois et assembler. Donc on fait aussi cette partie-là. On ne peut pas faire de composite pour le moment. Enfin, composition de matière. Composition. Alors, il y a juste un cas, c'est en mélangeant deux qualités de résine différentes où on peut avoir des parties plus souples et plus rigides. Donc, on peut imaginer pour une poignée de bicyclette, par exemple, vous avez le grip qui est plutôt souple pour le confort, et puis la base est plutôt rigide. Donc voilà, on peut faire ce type d'objet. Mais ça s'arrête à ce niveau de complexité, imprimé en une seule fois. Tout ce que vous avez vu était imprimé en une seule fois sans assemblage. Le ressort, là Alors ça c'est fonctionnel, c'est une pièce qui est fonctionnelle et ça c'était imprimé donc en plusieurs parties, on les a ensuite assemblées. Oui. Mais on aurait pu l'imprimer en une seule fois dans la même matière et ça aurait été aussi fonctionnel, mais on n'aurait pas eu différents niveaux d'élasticité de la matière puisque ça aurait été la même. Donc notre dernière activité, c'est de commercialiser des briques cubiques. Donc c'est une application encore plutôt amusante. Alors on a pris des Lego, on les a mis qui sont dans le domaine public, on les a agrandis, on les a imprimés en 3D et puis en fait on fait du mobilier, on fait des stands, on fait de l'événementiel et on fait des jeux pour enfants avec ces briques. Donc c'est du polypropylène expansé. Maintenant c'est produit par injection. Fabriqué en France, et donc c'est très léger, recyclable, ça flotte. Ça c'est une de nos créations qui fonctionne assez bien, plutôt ludique. Donc encore un exemple, c'est sur le salon du prêt-à-porter. Et voilà, donc vous avez nos coordonnées en haut à gauche. Si vous avez des idées de projets, vous pouvez commencer avec un croquis. Ouais, alors voilà, parce qu'on a vu toutes les poudres, les polymères, les métaux, etc. Florent Cailly, la poudre de bois, c'est pour quand ? La poudre alors il y a actuellement une imprimante qui
colle de la poudre de bois. Nous, elle n'est pas utilisée en production. Aucun prestataire de service ne s'en sert actuellement. Alors, je dirais, ça sera pas. Peut-être l'année prochaine, mais bon. Moi, j'ai tendance, en faisant de la gestion de projet, j'ai plutôt tendance à utiliser forcément les technologies qui sont éprouvées, qui sont sûres, pour faire des propositions. Voilà. Donc, on suit, mais pas pour le moment. Alors, à tous ces professionnels de l'univers du bois, qu'est-ce que vous leur dites ? Sollicitez-nous, inventons ensemble. Oui, alors il est certain qu'il faut découvrir le métier de chacun. On peut faire alors il peut y avoir un avantage économique pour des pièces détachées, par exemple. On peut reproduire des pièces détachées pour réparer peut-être une machine. On peut aussi, dans votre processus commercial, accélérer en donnant envie justement au plan et permettre une réalisation concrète. On peut, c'est vraiment à travailler au cas par cas. Hein. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, ce que je dirais, c'est si vous avez une idée, de nous contacter en envoyant simplement un email avec l'idée, et on commencera de là. Voilà, ce congrès est l'occasion de faire germer des nouveaux projets. Oui, tout à fait. Voilà, on est vraiment curieux et intéressé, ouvert pour la suite. Est-ce que l'un d'entre vous, sur ce que vient de dire Florent Cailly, a envie de réagir ? Typiquement, TeamTag a été dans un premier temps designé par une imprimante en 3 dimensions pour valider esthétiquement et fonctionnellement le produit avant de commencer à travailler sur des parties pré-série d'abord et ensuite industrie. Merci, on va mettre de la lumière, prendre les micros et solliciter la première main qui se lève. Où est-elle ? Gilles Guépro, sylviculteur. Moi, j'ai une question pour le représentant de la société SIAT. C'est très bien d'avoir une traçabilité qui va jusqu'à la bille qui est mise sur le banc de scie, mais puisqu'elle va découper la bille, elle va faire des morceaux. Est-ce qu'on peut ensuite savoir si les morceaux proviennent d'une bille ou d'une autre ? Comment est-ce que vous allez maintenir la traçabilité au-delà de la machine d'acier, quoi ? Alors, la traçabilité de ce projet-là concerne l'approvisionnement bois rond de la forêt jusqu'au parc agrumes. Au parc agrumes, on a évidemment la coupe de propreté, la plaquette tombe à ce moment-là. Le processus on utilise d'autres technologies, nous, pour ensuite, du parc à billon, récupérer en fait l'optimisation qui a été faite au moment du billonnage pour passer sur la ligne de sciage. On ne s'appuie pas, c'est vrai qu'il y a un autre projet qu'on a, c'est de replaquetter nos billons en sortie pour savoir comment on l'a optimisé. Mais pour l'instant, ce n'est pas sur ce dossier-là qu'on travaille actuellement. Question ? Jean-Pierre Mollard, Variation. Simplement, au niveau de l'impression 3D, d'après ce que j'en ai entendu, il est possible d'avoir, si on parle par exemple d'un système avec un mouvement, une rotation, d'avoir des impressions complètement fermées, où on peut avoir des impressions mâles et femelles, et qui seront actives en mouvement. Comme des pièces d'engrenage fonctionnelles en sortie d'imprimante, par exemple. Par exemple, ou comme une prothèse de hanche où les deux parties seront imprimées en même temps et ne seront indémontables. Oui, tout à fait. Alors, comment on réalise ça ? On a une matière support. Donc c'est fabriqué couche par couche, et pendant la construction de la pièce, on va déposer une matière support qui va être soluble, par exemple, ou qu'on va retirer après l'impression. Et donc cette matière, on va laisser un espacement dans le design volontairement assez faible, peut-être 1 mm ou peut-être parfois même des microns pour la précision nécessaire pour laisser cet engrenage fonctionner. Et en nettoyant le support après l'impression, vous avez une pièce directement fonctionnelle, sans assemblage. C'était un peu votre question ? Est-ce que vous voulez nous dire que votre procédé peut être lié à CATIA qui permet de vérifier que 2 pièces s'emboîtent l'une sur l'autre ?
Oui, tout à fait. Alors, on accepte 27 formats de fichiers différents et vous pouvez exporter de CATIA, notamment au format .stl. Et ce format, nous l'acceptons. D'autres questions? Oui, là-haut. Oh là là. Ah, si. Pour qu'on en profite. Voilà. Ça marche? Oui. Oui, Martial Blondel, président des entrepreneurs pour la Bourgogne. Je me demande par rapport à l'exposé de M. Renninger, quel est l'intérêt, quand on parle d'exploitation forestière, de faire des économies, de plaquetter des grumes en forêt, alors qu'on essaye toujours de travailler en flux tendu à des prix de moins en moins élevés. Et en plus, il y a un facteur qui est limitant, nous, quand on travaille dans les éclaircies avec des abatteuses, dans les petits bois, c'est qu'on manque souvent de place pour placer les bois dans le parcellaire. Donc, pour cuber les grumes, ce qui va coûter déjà, va nous occasionner d'autres difficultés pour placer les bois, nous, en travaillant. Pour nous, c'est plus un point négatif de plaquetter les bois. Donc par rapport à la question des flux, donc au travail en flux tendu, nous en Syrie aussi, on tend à travailler de plus en plus en flux tendu. Mais on travaille un matériau qui est naturel, on n'est pas comme sur un process dans la sidérurgie où on peut faire du process en flux tendu. Donc on est sur un matériel naturel qu'il faut exploiter, lié aux conditions climatiques en ce moment. Donc la neige est arrivée dans le massif, donc on ne peut pas faire du flux tendu dès qu'on monte à plus de 500 mètres en ce moment. Donc on a besoin de préparer, provisionner des stocks. Et ces stocks aujourd'hui sont estimés. Le système de plaquettes et la RFID nous permettra de savoir à l'instant T quel bois se trouve à quel moment et à quel endroit. Si vous parlez de gros bois avec des bûcherons, si on parle d'abatteuses, il y a des fiches abatteuses qui sont tout à fait... on parle bois avec bûcherons. Tout à fait fiables. Mais on parle aussi réception par rapport à nos fournisseurs, puisqu'on a une équipe de commis forestiers qui travaille sur le terrain, qui réceptionne sur le terrain et qui qualifie les lots réceptionnés de manière à connaître le stock en forêt. Ouais. On sait qu'un commis de coupe, c'est tout à fait fiable, ce qui cube, mais les abatteuses aussi savent cuber. Ils savent démontrer que le cube est fiable. Et justement, c'est un peu une réflexion que je veux faire par rapport à ça, c'est que je dirais même pas beaucoup de gens, font confiance au cube machine. Alors qu'on fait partie des gens qui optimisent leur appareil de mesurage sur les machines et on arrive à sortir des cubes équivalents avec une marge d'erreur de 1 à 2% maximum. Cet aspect cubage, je ne le remets pas en cause. Cet aspect cubage, je ne le remets pas en cause. Donc, vous savez cuber sur le terrain, nous savons cuber en Syrie. Cet outil-là est un outil avant toute traçabilité et de visibilité, le stock, et d'amélioration de nos process logistiques. Oui, tout à fait. Non, mais je ne conteste pas. Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un coût supplémentaire. Quand quelqu'un dit tout à l'heure combien ça coûte, j'en ai fait partie aussi. C'est pas combien ça coûte. C'est le surcoût de tout ça par rapport aux prix d'exploitation qui aujourd'hui sont tendus de plus en plus vers le bas. Moi, je représente une profession qui a de plus en plus de mal à vivre. Et plus on fera des frais dans le métier de l'exploitation pure et dure, plus c'est nous qu'allons en faire les frais. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, je comprends bien, mais toute l'idée... C'est une réaction tout à fait professionnelle, c'est tout, c'est sans ambiguïté. Tout à fait. Quand on voit l'expérience dans la grande distribution, c'est vrai quand on travaille avec eux, ils nous imposent un certain nombre de choses. On va maintenant jusqu'à étiqueter nos collets de sillage pièce par pièce avec un code barre, ça génère effectivement un coût supplémentaire. Mais derrière, on a des gains dans les flux et dans l'automatisation des flux de données dans le traitement administratif derrière qui nous permettent de récupérer ce surcoût à l'étiquetage. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est nouveau, qui est déroutant. Quand on a mis en place le système de code barre sur les pièces, c'était un surcoût au départ, et aujourd'hui, on se rend compte des bénéfices que ça produit. Oui, donc l'intérêt c'est principalement pour l'industriel. Quand on dit que c'est bénéfique à l'exploitation, c'est plus pour l'exploitation par l'industriel. C'est un projet donc effectivement qui nous intéresse pour avoir une visibilité de nos stocks, mais c'est aussi à l'origine d'une forte demande de notre principal fournisseur. Qui souhaite automatiser ces processus.
Autre question? Oui, en redescendant, Christelle, sur votre droite, il y a une main qui s'est levée. Jean-Pierre Perrault, Office national des forêts. J'ai bien noté l'avancée importante d'un point de vue scientifique là, de la mise au point de cette puce RFID. Mais est-ce qu'il y a d'autres études en cours concernant éventuellement le marquage moléculaire de tel ou tel produit qui présente un avantage évident par rapport à cette puce qui est ponctuelle et qui disparaît de l'agrume à un moment donné? Je sais qu'en matière de criminologie ou d'autres choses comme ça, ça avance très vite. Est-ce que des laboratoires travaillent là-dessus aujourd'hui? Oui. L'ADN du bois? Tout à fait, on parle d'ADN du bois. Là, j'interviens ici en tant qu'industriel avec un retour d'expérience sur la technologie RFID. Donc, on n'est pas au fait de tous ces travaux-là, puisque ce n'est pas un projet interne. On les suit au travers notamment des projets FCBA qui travaillent sur ces questions-là et sur lesquels, au jour d'aujourd'hui, on ne participe pas directement. L'ADN du bois, le marquage moléculaire ou le marquage pictogramme, c'est aussi une technologie qui est à l'étude pour mettre en bout de pièces. Mais là, je peux pas. Je pense que Christophe saura mieux répondre sur ces questions avec la recherche FCBA. Moi, en tant qu'industriel, on n'est pas au fait de ces dossiers de recherche, quoi. Enfin, on a un laboratoire Intecfibre sur Grenoble qui travaille un petit peu là-dessus, mais je suis pas trop au fait des développements, donc je saurais pas. Puis c'est pas pour demain. C'est peut-être pour après-demain, parce que quand on voit déjà le coût, même s'il a baissé de tout ce qui est sur l'ADN, et puis est-ce que la complexité, non, c'est sûrement des pistes, à explorer. Oui, Emmanuel Cacot, FCBA, et je voulais juste réagir par rapport à ça, parce qu'effectivement, vis-à-vis de l'ADN, on a 2 projets en cours qui marchent. Il y en avait un, c'était sur les problèmes de développement d'armillaires sur les stocks de bois sous aspersion en pas maritime suite à la tempête Klaus, où quand on ajuste le filament de champignon, savoir si c'est de l'armillaire ou pas de l'armillaire, c'est pas évident. Donc avec l'INRA, on a développé effectivement un test basé sur la reconnaissance ADN. Et le deuxième, c'est sur le chêne, pour savoir effectivement la provenance et le type de chêne et l'essence du chêne. Donc c'est des choses qui marchent. Voilà. Mais de là à identifier arbre par arbre... Essence par essence. Ah, voilà. Autre question? Oui, il y en a une autre en haut encore. Allez-y. C'est à moi. Jean-Pierre Orgiati, Société Cyrus Ingénierie. Simplement pour rajouter un petit commentaire sur ces recherches, nous travaillons actuellement en coopération avec le FCBA et d'autres sociétés sur un projet de traçabilité à partir d'un marquage aux nanoparticules. Et je pense que c'est un projet qui concerne le maillon complémentaire, c'est-à-dire SIAT a travaillé jusqu'ici de la forêt jusqu'au parc agrumes. Nous travaillons du parc agrumes jusqu'à la scierie. Et probablement, pour répondre à la personne qui avait posé la question sur le marquage des produits sciés, si vous voulez, jusqu'au bout, jusqu'à la sortie de la scierie par le marquage des produits sciés. Donc avec une capacité, quand on va mettre toutes ces traçabilités l'une jointe à l'autre, si vous voulez, de tracer effectivement à la fois les achats, la production, de calculer les rendements matière et de calculer les rendements économiques, arriver au bout de la chaîne, c'est-à-dire à la sortie de la scierie. Tout au long de son cycle. Tout au long du cycle. C'est vrai que c'est une difficulté quand on travaille sur un parc agrumes où les lots arrivés après bionnage sont mélangés, puisqu'on les classe par diamètre, qualité, en fonction de nos besoins derrière en schéma de sillage. On travaille par approximation, mais si on savait avec cette technologie, donc là de la forêt jusqu'au parc agrumes avec la RFID et du parc agrumes, pour répondre à votre question, jusqu'à la tête de sillage avec un autre moyen ou de la RFID, on saurait calculer la rentabilité et le rendement exact de chaque parcelle et de chaque lot qu'on a exploité.
Donc c'est vrai qu'en fait la traçabilité c'est un besoin non seulement logistique mais aussi industriel et de performance. Il est 12h30. Merci à vous quatre. On a vu plein de choses pour aujourd'hui, pour demain et peut-être même pour après-demain.